Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter un moteur diesel 4 temps en diagramme de Watt, c'est-à-dire un diagramme dans lequel on a placé la pression en ordonnée et le volume en abscisse. Il s'agit d'un exercice à travers lequel on va étudier ce moteur. Bien, l'énoncé de cet exercice, vous allez le trouver en description. Donc vous pouvez me suivre au cours de cette séance, la réponse des questions diverses proposées dans cet exercice. Bien, alors le cycle, comme il est énoncé dans le texte, il est composé d'un certain nombre de transformations. Il s'agit de 6 transformations au total, formant 4 temps. Un premier temps, il correspond à la transformation 0,1. Il s'agit d'une admission isobare. Puis, il est suivi d'une compression isentropique, c'est-à-dire adiabatique réversible, ce qui constitue le deuxième temps. Et puis, la combustion isobare, suivie d'une détente isentropique. Ces deux transformations constituent le troisième temps. Et le quatrième temps, il est formé de deux transformations, une détente isentropique et un échappement isobare, c'est-à-dire le refoulement des produits de la combustion. Bien, on définit ici un rapport qui est le rapport des volumes, le volume V2 divisé par V1, c'est-à-dire le volume maximal divisé par le volume minimal. C'est ce que nous appelons le taux de compression. Il tient compte de la course des pistons lors des mouvements périodiques au cours du temps. Bien, si je fais ici un schéma d'un cylindre, donc nous avons ici un cylindre, il est muni d'un piston, comme ça, un piston comme ça, et ce piston-là est relié à la racane qui permet de faire un mouvement de va-et-vient. En fait, c'est inversé. Ici, nous avons deux soupapes. Une soupape qui permet l'injection du carburant et une autre soupape qui permet l'injection de l'air. C'est-à-dire, ici, nous avons l'air, et ici, le carburant, c'est-à-dire le diesel. Ces deux constituants sont injectés dans des proportions bien définies, c'est-à-dire qu'il y a réglage préalable de ces soupapes et des injecteurs. Et donc, il y a injection des réactifs et il y a, suite à la compression, il y a inflammation et donc il y a combustion, si vous voulez, des gaz. Et après, il y a refoulement de ces gaz vers l'extérieur. Bien, on va suivre maintenant les diverses questions. Donc, je vais vous lire la première question. Il s'agit de représenter l'ensemble des transformations dans le diagramme de Watt. Ça, c'est la première question. En deuxième question, en quel état le système est à la température la plus haute. Ensuite, il y a une troisième question jusqu'à la question 6. Donc, on va commencer par la première question qui est la représentation des transformations dans ce diagramme-là. Bien, on va suivre ceci point par point. Alors, dans un premier temps, nous avons admission, c'est-à-dire à partir d'un certain volume, il y a admission du mélange gazeux. Et donc, nous avons une augmentation du volume. Donc, lors de la course, le piston se déplace. Donc, il se déplace jusqu'à ce point-là. Lorsqu'il arrive ici, on note le volume V1. Et lors du retour, c'est-à-dire il monte, et donc le volume ici va devenir minimal. C'est ce qu'on note V2. Donc, on arrive ici à un volume qu'on note V1, comme ça. Ça, c'est le point 1 et ça, c'est le point 0. Donc, dans un premier temps, nous avons une admission isobare, c'est-à-dire à pression constante. Ensuite, le gaz parfait va subir une compression isentropique. Et vous savez que lors d'une compression isentropique, un gaz parfait suit la loi de Laplace, PV à la puissance gamma égale une constante.
Et donc P égale une constante divisée par V à la puissance gamma. Et puisque gamma est un nombre plus grand que 1, ça veut dire que P est une fonction hyperbolique du volume. Et donc nous avons une hyperbole décroissante. C'est quelque chose comme ça. On arrive à ce volume-là qu'on note V2. Ce volume V2 est à peu près égal au volume du point de repos, c'est-à-dire en ce point-là. Donc nous avons ici un volume V2. Ça c'est le point 2. Donc arrivons au point 2, le gaz, le mélange gazeux va être à l'origine d'une combustion. Et donc il y aura combustion du carburant, c'est-à-dire du diesel, en présence d'air. Et donc il s'agit d'une combustion isobare, c'est-à-dire que la pression va rester constante. Au cours de la combustion, qu'est-ce qui se passe? Il y a un dégagement de chaleur parce que la réaction de combustion est exothermique et donc il y a élévation de la température. Cela signifie que le volume va augmenter vu que la pression est constante. Et donc nous aurons un segment comme ça. On arrive au point 3. À partir du point 3, le gaz va subir une détente isentropique. Donc le mélange va subir une détente isentropique, c'est quelque chose qui est similaire à la première, jusqu'à un volume tel que la détente de 4 vers 1 soit une détente isochore, c'est-à-dire on va retrouver le même volume de départ, c'est-à-dire V1. Et donc on arrive ici, et puis on aura une détente isochore. Ça c'est le point 4. Et il y a retour, si vous voulez, de 1 jusqu'à 4 pour refouler, c'est-à-dire pour évacuer le cylindre du gaz qui est produit de la combustion. Voilà, donc nous avons ici un cycle, donc ce qui nous intéresse c'est ça. La transformation 0,1 et 1,0 est une transformation qui est compensée, ça veut dire qu'elle ne va pas intervenir dans le bilan énergétique, donc elle ne nous intéresse pas du point de vue calcul. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce cycle-là. Bien, on passe maintenant à la deuxième question. Deuxième question, on vous demande ici de préciser en quel état le système atteint la plus haute température. Bien, ici nous avons une compression, c'est-à-dire que la température et la pression du système augmentent jusqu'à la pression P haute. Donc à partir de la pression P basse, on arrive à la pression P haute. Au cours de la compression, il y a augmentation de la pression et de la température. Mais lorsqu'on arrive ici, on va voir que le volume augmente. Et puisqu'il y a une combustion, c'est-à-dire il y a élévation de température. En ce point-là, on obtient une température T3. Et à partir de la température T3, il y a détente. Et au cours de la détente, il y a diminution de la pression, c'est-à-dire aussi diminution de la température. Et donc, nous aurons ici un refroidissement. Bref, la température la plus grande, c'est T3. Donc, dans la première question, on a fait la construction. Dans la deuxième question, la réponse est la température au point 3. C'est la température T3. Bien, on passe maintenant à la question 3. On vous demande d'exprimer les transferts thermiques reçus par le gaz au cours d'un cycle. Bien, nous avons ici un cycle 1, 2, 3, 4, 1. Au cours de la transformation 1, 2, nous avons une transformation isentropique. Or, une transformation isentropique est une transformation adiabatique réversible. Donc, dans la question 3, le premier transfert thermique, c'est que 1, 2 est égal à 0. Bien, au cours de la transformation 2, 3, il s'agit d'une transformation isobare. Et au cours d'une transformation isobare, on sait que delta H, 1, delta H2, 3 égale au transfert thermique Q de 3. Et puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, de capacité thermique Cp, donc je peux écrire que c'est Cp facteur 2 T3 et final moins T2. Voilà. Ensuite, on vous demande de déterminer les autres transferts. Q3, 4, c'est 0 comme précédemment.
Q3, 4 est nul. Et puis, il nous reste que 4, 1. Au cours de cette transformation, il s'agit d'une transformation isochore. Donc, en utilisant de la même manière le premier principe de la thermodynamique, delta E égale à Q 4, 1. Alors que le travail W 4, 1 est égal à 0 parce que le volume reste constant. Et donc, Q 4, 1, c'est quoi? C'est CV, facteur de T4 moins T3, moins T1. Voilà. Donc, les transferts thermiques sont déterminés. On passe maintenant à la question 4. Dans la question 4, on vous demande d'exprimer les travaux des forces de pression reçues par le gaz au cours d'un cycle. Donc, au cours d'un cycle, on a une transformation 1-2 qui est isentropique. Donc, il y a variation du volume et par suite, il y a un travail des forces de pression. Au cours de la transformation 2-3, il y a aussi variation du volume. Donc, nous avons un travail ici. Au cours de la transformation 3-4, le volume change ici. Donc, il y a un travail. Par contre, W4,1 est égal à 0 vu que la transformation est isochore. Donc, je vais effacer cette partie. Alors, dans la question 4, il s'agit de calculer les travaux. Donc, on commence par le plus simple, c'est W4,1 égale à 0. Ensuite, W1,2, on applique ici le premier principe de la thermodynamique qui nous dit que delta U de 1 vers 2 égale à Q de 1 vers 2 plus W de 1 vers 2. Or, Q1,2 égale 0 vu que la transformation est adiabatique et donc il nous reste W1,2 égale CV, c'est-à-dire delta E, facteur de T2 moins T1. Ok, donc ça c'est le travail W1,2. Puis on détermine le travail W2,3. Il s'agit d'une transformation isobare. Donc W par définition c'est l'intégrale de moins P extérieur dV, comme ça. Donc entre V2 et V3. Et or la pression est une constante, donc c'est moins P2, c'est-à-dire pH, comme ça. Facteur 2, T, alors V3 moins V2. Or, pH, c'est P3 et c'est aussi P2. Donc, je peux écrire que c'est moins P3V3 moins P2V2. Et par suite, je peux écrire que c'est moins NR facteur 2 T3 moins T2. Voilà. Ensuite, il faut déterminer le travail de 3 à 4. W3,4, de la même manière, W3,4, donc ça c'est 2,3, W3,4 c'est delta U 3,4 par le premier principe de la thermodynamique, c'est CV facteur 2 T4 moins T3. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme question? Donc, dans la question 5, on nous demande ici de définir puis exprimer le rendement thermique ρ du moteur en fonction des transferts thermiques. Alors, le rendement ρ par définition, c'est l'énergie utile ou la puissance utile sur l'énergie coûteuse, c'est-à-dire payée, égale l'énergie utile. Nous avons un moteur, il est décrit dans le sens horaire, comme ça. Donc, puisqu'il est décrit dans le sens horaire, c'est un moteur.
Alors, ρ, c'est l'énergie utile qui est le travail, parce que le travail fournit, le moteur fournit un travail, donc la grandeur utile est un travail, et donc c'est W du cycle en valeur absolue, puisque W est négatif, et divisé par la grandeur coûteuse. La grandeur coûteuse, c'est la grandeur reçue par le gaz, c'est-à-dire la chaleur. Cette chaleur-là, c'est la chaleur libérée par la réaction de combustion, c'est-à-dire Q2,3, alors que Q4,1 est une chaleur perdue au cours du refroidissement. Donc c'est Q2,3, c'est-à-dire Q chaud. Bien, maintenant je peux remplacer le travail d'après le premier principe de la thermodynamique. On a W plus Q chaude plus Q froide égale à delta U cycle. Or, delta U cycle est égal à 0. Et donc, W, c'est moins Q chaude, moins Q froide. Et donc, je peux écrire ici que c'est moins Q chaude, c'est-à-dire Q de 3. Donc, moins Q de 3. Alors, W, c'est moins W. Donc, la valeur absolue sera moins W, vu que W est négatif. Et moins W, c'est Q de 3 plus Q 4,1. Le tout divisé par Q de 3, ce qui donne au final 1 plus Q 4,1 divisé par Q de 3. C'est-à-dire la chaleur échangée avec la source froide divisé par la chaleur échangée avec la source chaude. Ensuite, on nous demande de déterminer le rendement en fonction de gamma et des températures T1, T2, T3 jusqu'à T4. Maintenant, pour le rendement, on va remplacer les chaleurs Q4,1 et Q2,3 en fonction des températures. Alors, Q4,1, nous avons déjà son expression. De 4 vers 1, c'est la variation d'énergie interne, c'est-à-dire CV, facteur de T1 moins T4. Et Q2,3, puisqu'il s'agit d'une transformation isobare, donc Q2,3 est égal à CP, facteur de T final, c'est-à-dire T3, moins T initial, qui est T2. Et par conséquent, le rendement ρ égale à 1 plus quoi? Plus Q4,1, c'est-à-dire CV, comme ça, facteur de T1 moins T4, le tout divisé par CP, facteur de T3 moins T2. Bien, et on sait que gamma, c'est CP sur CV, ça veut dire que cette quantité va devenir 1 plus 1 sur gamma, facteur 2. Donc 1 sur gamma, facteur 2, T1 moins T4, divisé par T3 moins T2. Bien, vérifions maintenant que ce rendement ρ est une quantité plus petite que 1. Alors pourquoi? En fait, parce que le moteur ne peut pas fournir plus d'énergie qu'il reçoit, et donc c'est normal d'avoir un rendement plus petit que 1, c'est-à-dire la grandeur utile est plus petite que la grandeur coûteuse, mais on peut vérifier ici que la température T1 est plus petite que la température T4, ici. Donc T1 est plus petite que T4, vu qu'il y a refroidissement. Donc la température au point 4 est supérieure que la température au point 1. Donc T1 moins T4 est une quantité négative. Et ici, nous avons déjà montré que la température T3 est la plus grande qui existe dans le cycle. Ça veut dire que T3 moins T2 est une quantité positive. Bref, ce rapport-là est une quantité négative. Et donc, en gros, c'est 1 moins quelque chose. Et par suite, c'est une quantité qui est inférieure à 1. Maintenant, reste à exprimer les températures T1, c'est-à-dire à simplifier cette expression. Pour simplifier cette expression, je vous donne seulement l'idée. Vous pouvez ici utiliser le fait que cette transformation-là est une transformation adiabatique réversible.
Donc vous utilisez ici la loi de Laplace, vous utilisez aussi dans cette partie-là la loi de Laplace, et maintenant si vous avez besoin des autres transformations, celle-ci est une transformation isobare d'un gaz parfait, donc à pression constante, donc le rapport des volumes égal au rapport des températures. Même chose ici, lorsque le volume est constant, donc nous aurons ici le rapport des pressions égal au rapport des températures. Donc ici, le rapport des volumes égal au rapport des températures. Ici, le rapport des pressions égal au rapport des températures. Bien sûr, vous pouvez aussi combiner les relations de Laplace dans les deux autres transformations.